Donc, on va débuter maintenant avec les gens qui sont présents. Les autres participants, les autres personnes inscrites devraient se joindre au cours de la présentation, mais pour pas vous faire attendre, on a une programmation assez chargée, donc on va débuter dès maintenant la présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous les gens qui se sont inscrits, à nos panélistes aussi qui sont en ligne. J'imagine que vous pouvez les voir aussi dans vos écrans. Donc, on a Kirsty Bourret, on a aussi Catherine Davignon, Ambroca Cavella, on a aussi Astrid Bussiot. Je vais vous les présenter un peu plus tard. J'ai aussi ma collègue Tina de Toronto qui est sur le panel pour m'assister avec les questions. Et au niveau de la technique, on a Tim. Donc, bonjour à tous. Merci de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce premier webinaire d'une série de 8 afin de vous sensibiliser sur le travail et sur tous les impacts des programmes mis en œuvre par CUSO International avec ses partenaires, ses coopérants volontaires et grâce au soutien de nos généreux donateurs dans nos 21 pays d'intervention. J'espère que tout le monde m'entend bien et est en mesure de voir la présentation. En tant qu'organisation apprenante, CUSO International comprend l'influence que peut avoir la mise en commun des savoirs en développement international et leur impact pour la réduction de la pauvreté et des inégalités. Cette nouvelle série de webinaires vise à faire connaître et comprendre notre programmation afin d'influencer et d'encourager une action éclairée sur les questions de lutte pour la réduction de la pauvreté et des inégalités au niveau mondial. Les webinaires sont un système convivial de gestion des connaissances et nous sommes impatients de partager cette série d'apprentissages et d'adopter l'innovation. Donc, avant de commencer et de vous présenter nos différents panélistes plus en détail, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Caroline Tessier. Je suis chargée de la sensibilisation des publics et des partenariats ici au bureau de CUSO International à Montréal, au Québec, Canada. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de l'année, mais nous abordons et nous amorçons aujourd'hui avec notre travail en santé maternelle et néonatale en Afrique dans le cadre du projet « Les sages-femmes sauvent des vies ». Au cours de la prochaine heure, nos panélistes vous présenteront plusieurs apprentissages et réflexions sur le sujet, mais ils s'assureront surtout de vous donner des exemples concrets des impacts et des résultats du projet jusqu'à présent. Chacune, depuis une perspective spécifique, vous permettra de mieux comprendre l'importance du travail des sages-femmes pour non seulement la santé des mères et des bébés, mais aussi dans une perspective plus globale d'égalité entre les sexes. N'hésitez pas à poser vos questions ou à vous exprimer avec vos commentaires tout au long de la présentation. Par contre, on va répondre aux questions à la fin des présentations pour agiliser là, les échanges. Donc, on va s'assurer de garder du temps à la fin là, pour vos questions. J'espère que cette présentation vous incitera à vous joindre à nous en vue de bâtir un avenir plus prometteur. Alors, sans plus attendre, nous débutons la présentation. Donc, les sages-femmes sauvent des vies quand? Selon l'ONU, depuis 1990, le monde a connu une baisse de 44% du taux de mortalité maternelle, mais malgré ces progrès, il y a encore quelques 830 femmes qui meurent chaque jour à cause de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Ça veut dire que c'est une femme toutes les 2 minutes. Pardon. Désolée. Donc, une femme qui meurt chaque jour, à chaque 2 minutes, mais pour chaque femme qui meurt, c'est 20 ou 30 autres femmes qui sont victimes de complications, qui ont des blessures, des infections, des incapacités résultant des complications. Donc, ce sont la plupart des décès et des blessures qui sont entièrement évitables. En mai, comme sûrement plusieurs d'entre vous le savent, CUSO ainsi que des organisations dans le monde entier célébrons le travail des sages-femmes qui est essentiel pour réduire les risques pour les mères et les bébés dans plusieurs pays. Il faut savoir que le champ de la pratique sage-femme en Afrique subsaharienne est très large. Elles font plus qu'assister des mamans accouchées. Elles suivent des femmes pendant leur grossesse, elles assistent les femmes pendant l'accouchement et elles prodiguent des soins après l'accouchement. Elles font de la planification familiale, elles renseignent les femmes sur les soins à donner au nouveau-né, les vaccins, l'allaitement, sur certaines questions aussi de santé. Elles jouent donc un rôle capital au niveau des communautés en Afrique. En route vers le Forum international Women Deliver qui se tiendra à Vancouver dans quelques jours, il me fait plaisir de vous présenter finalement nos panélistes invités. Donc, premièrement, Astrid Bussiot. Astrid, tu es sur la caméra. Donc, Astrid est la conseillère technique en santé reproductive maternelle des nouveau-nés des enfants chez CUSO International depuis septembre 2014. Elle détient une maîtrise en sciences politiques avec une spécialisation en études du développement. Pardon.
Elle compte plus de 20 ans d'expérience en coopération internationale et a travaillé pour plusieurs organisations nationales et internationales, dont l'Université d'Ottawa, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, le PNUD et la Banque interaméricaine du développement. Au cours des 12 dernières années, son travail a surtout porté sur des interventions dans le domaine de la santé des femmes avec une emphase sur les problématiques de santé sexuelle, reproductive et maternelle. En ce moment, elle participe à l'équipe de gestion pluridisciplinaire qui met en œuvre le projet Les sages-femmes sauvent des vies dans nos 4 pays d'intervention. Donc, bonjour Astrid. Souhaitons aussi la bienvenue à M. Ambroka Kaveya, qui est sur notre panel aussi, depuis Kinshasa. Donc, bonjour Ambroka. Ambroka est sage-femme de formation. Bonjour. Ambroka est sage-femme de formation, enseignant et clinicien et comptant plus de 20 ans d'expérience. Il est notamment le point focal de la formation en pratique sage-femme en RDC au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Monsieur Kaveya est directeur exécutif de la Société congolaise de la pratique sage-femme, la SCOSAF, et coordonnateur du projet Les sages-femmes sauvent des vies, en plus d'être formateur national en soins obstétricaux et néonatales d'urgence, en soins de maternité respectueux, en soins complets d'avortement centrés sur la femme et planification familiale en RDC. Donc, un parcours assez complet. Finalement, et non la moindre, je vous présente Kirsty Bourret, qui est sage-femme, membre du corps professoral de l'École professionnelle sage-femme de l'Université Laurentienne, membre aussi de l'Association canadienne des sages-femmes qui est partenaire de CUSO sur ce projet. Kirsty a travaillé pendant 2 ans au sein du projet Les sages-femmes sauvent des vies. Notamment, elle était fortement impliquée dans le développement et l'élaboration de la formation nationale en soins obstétricaux et néonatales d'urgence et l'évaluation de la formation initiale de la sage-femme en RDC. Elle s'apprête d'ailleurs à repartir dans quelques jours pour la RDC afin d'élaborer le plan de redressement pour la formation initiale de la sage-femme sur le projet des sages-femmes sauvent des vies. Donc, on est bien heureuse de l'avoir aussi, Kirsty, avant ton voyage en RDC. Donc, j'invite maintenant Astrid à mettre la table, à nous parler un petit peu du projet. Donc, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que c'est mis en œuvre. Donc, Astrid, je te laisse la parole pour nous présenter un peu le projet. Très bien. Bonjour à tous. Merci Caroline. Et puis, bon, alors je vais vous parler du projet. D'abord, je voudrais rappeler donc que le projet couvre 4 pays, que le projet est donc au Bénin, en République démocratique du Congo, en Éthiopie et en Tanzanie, que dans chacun de ces pays-là, on a choisi une zone particulière pour intervenir. Et puis, bon, en République démocratique du Congo, c'est la province de Kinshasa. Plus spécifiquement, on est présent dans 9 zones de santé et dans 63 centres de santé, donc dans ces zones de santé. Au Bénin, c'est dans le département du Plateau et plus spécifiquement dans la zone PAC, qui est donc celle qui est couverte par Pobé, Adjawéré et Kétou. En Éthiopie, ce sont les régions de Asosa et de Balé. Et en Tanzanie, c'est les régions de Shinyanga et Simiyu. Le projet, comme vous le savez déjà, c'est un projet dont l'objectif ultime est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale dans ces 4 pays. Et pour atteindre cet objectif-là, CUSO a établi un partenariat avec l'Association canadienne des sages-femmes, mais aussi avec les associations professionnelles de sages-femmes dans les pays que couvre l'intervention, parce qu'elles sont aussi les points d'entrée de notre projet dans ces pays-là. Et donc, elles sont non seulement des partenaires de choix, donc dans la mise en œuvre des activités, mais elles bénéficient aussi des interventions. Le budget total du projet est un peu plus de 12 millions de dollars et la contribution de CUSO dans ce budget-là est d'à peu près 1 300 000 dollars. Le projet a une durée de 4 ans. Nous avons commencé le 1er avril 2016 et puis on devrait conclure nos activités le 30 mars 2020. On a donc entamé la 4e et dernière année du projet et puis déjà, on sait que nous avons touché avec le projet plus de 3 millions de personnes au cours des 3 années qui viennent de terminer.
Parfait. Je continue. En fait, je voulais vous prendre quelques minutes juste pour parler du contexte. Vous voyez sur la diapo là, qui est à l'écran que nous avons affiché les taux de mortalité maternelle et néonatale pour les 4 pays et que on a même inclus ceux pour le Canada et puis ceux plus globalement. Ça c'est vraiment pour vous montrer, pour que vous puissiez comparer pays à pays et aussi que vous puissiez voir, bon, avoir une bonne idée de la gravité du problème dans les pays qui nous intéressent. La mortalité maternelle, ben, on en parle, c'est vraiment le décès de femmes qui se produisent bon, pendant la grossesse, l'accouchement ou jusqu'à 42 jours suivant leur accouchement. Et en ce qui concerne la mortalité néonatale, c'est vraiment le décès du nouveau-né jusqu'au 27e jour suivant sa naissance. C'est un problème grave pour l'Afrique, c'est un problème grave pour les pays en voie de développement parce que, comme l'a recensé l'Organisation mondiale de la santé, la mortalité maternelle et néonatale touche surtout dans un 90%, le fardeau de la mortalité maternelle, c'est vraiment 99%. Oups. Astrid, on ne t'entend plus. Et là? Oui, maintenant c'est correct. Excusez, c'est le micro. Donc, je disais que c'est surtout dans les pays en voie de développement que le problème a du poids et puis que ce sont des décès et que ces décès se produisent la période la plus critique pour les décès maternels et néonataux. C'est au moment de l'accouchement. C'est à ce moment-là qu'il y a un pic. On parle d'à peu près 95% des décès se produisent au moment de l'accouchement, tant pour la mère que pour l'enfant. Une statistique aussi qui est intéressante à rappeler, c'est que peu importe où l'on se trouve, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, il y a un accouchement à 15% de chances de présenter des complications. Et puis finalement, les décès surviennent suite à des complications qui sont imprévues. On peut dire que, bon, oui, tous les décès on peut prévenir les décès. Parfait. On comprend que MSL s'inscrit dans une réflexion, MSL, pardon, pour l'acronyme en anglais Midwives Save Lives, les sages-femmes sauvent des vies en français, désolé. Donc, ça s'inscrit dans une réflexion plus globale sur le droit en matière de santé sexuelle et reproductive, qui implique aussi le droit des soins de santé, des soins de maternité respectueux, la sensibilisation aussi, l'inclusion des hommes et des jeunes garçons dans le projet et renforcer les normes entourant aussi les soins auprès des intervenants dans les secteurs de la santé dans nos 4 pays d'intervention. Est-ce que tu peux, Astrid, nous parler un peu plus des 3 piliers d'intervention du projet? Oui, donc comme tu viens de le dire, le projet s'est construit sur 3 piliers. Alors, on a décidé d'intervenir tant du côté de l'offre des soins et que de la demande pour les soins. Alors, le premier pilier du projet vise à améliorer la qualité des soins offerts par les sages-femmes dans les pays d'intervention, dans les zones d'intervention que je vous ai mentionnées. Donc, à Kinshasa, on travaille dans 63 centres de santé. Dans ces centres de santé, on a vraiment visé les sages-femmes qui sont en service. Et puis, le premier pilier leur offre toute une série de formations qui visent à augmenter ou à améliorer ou à mettre à jour leurs compétences cliniques et non cliniques, puisqu'on touche aussi l'aspect des droits par des formations qui présentent les principes des droits et des soins de maternité respectueux.
Ça, c'est le premier pilier. Le pilier 2 est un pilier qui travaille plus dans la communauté, c'est-à-dire que dans les centres de santé, les 63 centres de santé qui sont ciblés par notre intervention desservent des communautés. Et dans ces communautés, en collaboration en RDC avec deux ONG, une qui est Fondation Femmes Plus et une autre qui s'appelle Afia Mama. Nous travaillons pour sensibiliser les communautés à l'importance des plans de naissance, aux signes de danger à surveiller pendant la grossesse, à l'importance d'inclure les hommes dans tout le travail ou dans le support qu'ils doivent donner à leurs femmes, lorsqu'elles sont enceintes et puis lorsqu'elles allaitent, etc. Donc, on fait du travail dans la communauté avec ces ONG-là et avec les relais communautaires qui se bénéficient de formations sur toutes ces informations qu'ils doivent communiquer par aux gens qui sont dans ces communautés-là. Ça, c'est le pilier numéro 2. Et le pilier numéro 3 vise surtout à renforcer les associations professionnels de sages-femmes avec lesquels nous travaillons dans les pays couverts par l'intervention. Et puis, donc, en RDC, c'est avec la SCOSAF que nous travaillons. C'est toute une série d'activités qui visent à renforcer la capacité de l'association à l'interne, à renforcer la capacité de l'association pour travailler avec ses membres, à faire du plaidoyer auprès du gouvernement et d'autres parties prenantes. Bref, à faire en sorte que l'association puisse vraiment jouer un rôle de premier plan dans l'agenda de la santé des femmes. Merci, merci Astrid. Donc, nos interventions en santé partent du constat, dans le fond, que les personnes en santé sont plus à même de travailler, d'apprendre, de prendre soin de leur famille et de participer au développement de leur communauté. Malheureusement, souvent, l'accès reste difficile pour les personnes qui vivent là, dans des zones éloignées ou qui sont dans des situations précaires, là, résultant de leur origine ethnique, parfois de leur sexe ou de leur classe sociale. C'est d'ailleurs le travail qui est fait par les partenaires, par les coopérants volontaires qui travaillent main dans la main, là, de ce qu'on comprend, pour améliorer l'accès, la qualité et vraiment là, inclure tout le monde pour l'amélioration de la qualité des soins maternels, néonataux et infantiles. Donc parlez-nous, au début de l'intervention, Astrid, tu nous mentionnais là, qu'on a touché jusqu'à présent 3 millions de personnes. C'est assez impressionnant en 3 ans là, comme chiffre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Donc, 3 millions de personnes, c'est beaucoup. Moi, ce que je voudrais faire, c'est peut-être une petite distinction. Il y a des bénéficiaires de notre intervention, puisqu'on travaille avec des sages-femmes et puis des sages-femmes qui ont une intervention améliorée. Donc, elles ont bénéficié de formation. Et puis, bon, en ce moment, on calcule que au total, on aurait formé à peu près 1300 sages-femmes en service. Et juste au Congo, on en a formé 350. On a aussi formé des administrateurs de santé, donc les gens qui gèrent des maternités. On les a sensibilisés à l'importance de jouer un rôle de support pour les sages-femmes que nous avons formées. On en compte au total 314 et puis juste en RDC, il y en aurait 25 qui seraient bénéficiés de ces formations. On a aussi travaillé avec des relais communautaires et des leaders communautaires dans les communautés, ceux qui travaillent vraiment dans le pilier le deuxième pilier. Donc, on aurait formé au total 2500 relais et leaders communautaires. Et juste en RDC, on en compte 1089 de ces personnes-là. Donc, les chiffres qu'on voit ici à l'écran, là, ça, c'est pour les bénéficiaires qui, dans le fond, de toutes ces formations-là, qui ont été faites aux sages-femmes, aux relais communautaires. Donc, ça, c'est un peu le résultat, l'impact
Oui, exactement. Donc, sur la diapo, finalement, on voit qu'il y a à peu près 1600 femmes qui ont bénéficié de notre intervention, desquelles 340 000 femmes enceintes, 334 000 nouveau-nés. Il y a 2 millions d'hommes et de garçons. En fait, c'est pas juste des hommes et des garçons, il y a aussi des femmes. On a mis l'accent sur les hommes parce qu'on veut vraiment faire en sorte qu'ils prennent en main ou qu'ils aient ils exercent un modèle positif de masculinité et qu'ils adoptent une paternité responsable. Mhm. Mais les femmes aussi ont participé à des ateliers. Donc, ce chiffre-là aussi touche d'autres femmes. Et puis finalement, les 29 000 sages-femmes, puisque nous avons travaillé au renforcement des associations de sages-femmes dans les 4 pays et que ces associations-là ont un membership et c'est pour ça que le chiffre est assez considérable. Super. Oui, avant que tu me coupes la Oui. parole, Désolée. avant que tu me coupes la parole, je voulais aussi juste peut-être dire que nous avons fait une évaluation de mi-parcours qui nous a donné des résultats assez intéressants parce qu'elle montre un progrès en rapport avec les indicateurs que nous nous sommes fixés pour mesurer l'impact de ce projet-ci. L'évaluation, on l'a faite, bon, via des enquêtes de ménage dans les 4 pays, des enquêtes de satisfaction auprès de femmes après leurs accouchements, par l'évaluation de la qualité en fait, par l'évaluation de la rétention des connaissances des sages-femmes qui seraient passées par nos formations, par des enquêtes de satisfaction auprès des sages-femmes. Et puis, on a donc trouvé qu'on avait amélioré les choses grâce au projet des sages-femmes Sauve les vies. Et juste pour vous, je sais que là, on veut me couper la parole très vite, donc je voulais juste vous dire que par exemple, et puis je ne vous parle que des indicateurs qui ont prouvé une amélioration dans les 4 pays, donc je laisse tomber les indicateurs où cette amélioration n'est pas homogène. On a remarqué par exemple que les femmes dans les 4 pays se disent satisfaites du service reçu par les sages-femmes, auprès des sages-femmes dans les 4 pays du projet. On a remarqué que les consultations prénatales ont augmenté dans les 4 pays, dans les centres de santé ciblés, dans les communautés ciblées, et puis que les femmes retournent après leur accouchement pour faire le contrôle postnatal. Donc, ça aussi, c'est un indicateur qui s'est amélioré et puis c'est donc très positif en ce qui concerne nos attentes pour le projet des sages-femmes Sauve les vies. Merci Astrid, désolée, on ne veut pas couper la parole, mais le temps avance et on veut laisser la place aussi à Ambroka et à Kirsty de pouvoir apporter à la réflexion. Donc, je vais juste rapidement vous présenter la diapo aussi parce qu'au-delà des chiffres, on parle de beaucoup de nombres ici, des gros chiffres de femmes et tout ça. Mais c'est un exemple concret ici qu'on voit, c'est une nouvelle maman, Bayush Fantan, qui est à droite avec son petit bébé. C'est son premier-né. Elle est très heureuse parce qu'en fait, elle a choisi d'accoucher à l'hôpital à Assosa en Éthiopie. Et puis, une chance qu'elle l'a fait parce que son bébé, elle a eu des complications, donc il ne respirait pas à la naissance. Et c'est vraiment grâce aux formations qui ont été données aux infirmières sur place, notamment aux praticiens de la santé, là, ils ont réussi à pouvoir sauver son petit bébé, puis que finalement, il respire maintenant. Donc, ça, c'est un exemple aussi concret de l'impact. Donc maintenant, je passerai la parole à Ambroka. Merci Astrid pour avoir mis la table. Ambroka, depuis Kinshasa, j'essaie de changer ma diapo, désolée. Oui. Donc Ambroka, vous qui êtes directeur de la SCOSAF, donc de la Société congolaise de pratique sage-femme et aussi sage-femme en RDC depuis plusieurs années, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte ou de la situation concrète pour les femmes enceintes en RDC? Allô, En fait, Ambroka? Oui.
la situation de la RDC, c'est une situation tout à fait particulière. Le contexte de la RDC fait que d'une façon générale, en dehors du statut de la femme qui, malgré, a connu quand même des progressions, mais généralement, c'est un statut bas de la femme. Alors, la société congolaise n'a pas encore totalement redonné les statuts que la femme mérite à celle-ci. Donc, ce qui fait que dans ce contexte, la santé sexuelle et reproductive de la femme ou adolescente laisse à désirer quand même. Et la situation s'élit statistiquement. Je pense que Astrid venait de montrer les données chiffrées statistiques et vous verrez que la situation de la RDC est encore beaucoup plus alarmante parce que ce sont les données statistiques telles qu'on venait de les montrer. Alors, nous avons les taux, parmi les taux les plus élevés de ces décès, c'est en RDC. Donc, les soins dispensés à la femme enceinte ne sont pas en réalité proportionnels aux besoins des bénéficiaires. C'est pourquoi, quand nous prenons par exemple le premier axe du projet MSN, qui va renforcer ou qui a renforcé les capacités et les compétences de sages-femmes, c'est déjà une solution parce que d'autant plus que tous ces décès, toute la situation dramatique, toute la situation catastrophique, ressort que les soins dispensés ne sont pas proportionnels aux besoins de bénéficiaires, faute de certaines inaccessibilités en RDC et limites. Alors, cela justifie ainsi un grand nombre de besoins en soins de santé sexuelle et reproductive non satisfaits. Donc, il faut signaler que dans la plupart de ces cas, les soins dispensés ne mettent pas la femme au centre des prestations. Alors, ce qui fait que la pratique sage-femme devrait être une solution à cette situation actuelle de la RDC par rapport aux besoins des femmes ou aux besoins des bénéficiaires. Et la pratique sage-femme, il faut le reconnaître, pas seulement il est resté longtemps à l'oubliette, bien sûr, mais pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, les efforts se sont quand même fait voir. Alors, avant d'aborder cela, nous ressortons d'abord cette dimension-là de montrer que la situation elle est un peu alarmante. C'est une situation où la femme, en dehors de cette mortalité maternelle élevée, on remarque certains éléments, dont, entre autres, ce statut de la femme qui est bas, entre autres, les soins qui ne répondent pas complètement aux besoins de la femme. Et c'est là que nous pouvons même compter déjà l'apport. Quand nous voyons cette satisfaction-là de besoins, surtout dans les zones d'intervention du projet, ils sont déjà une satisfaction des femmes. On voit vraiment déjà l'impact, c'est-à-dire que les solutions que le projet a apportées sont vraiment les bienvenues parce qu'ils sont en train de résoudre un problème réel dont on se construit réellement déjà la situation de la femme. Alors voilà un peu la situation de la femme en RDC, la femme enceinte, ainsi que son statut. Et les hommes dans tout ça, la place des hommes dans la maternité en RDC, c'est un peu curieux qu'on dise la femme n'est pas le centre de l'intervention de la maternité. Donc, elle n'est pas au centre de la santé, mais l'homme dans tout ça, il est où? Quelle importance est donnée? Oui, effectivement, comme je le disais, que comme partout ailleurs, d'abord la pratique sage-femme devrait d'abord être le socle, devrait d'abord être la pratique qui devrait venir pour relever cette situation catastrophique avant alors de vous donner la place de l'homme. Mais j'aimerais vraiment revenir d'abord sur la pratique elle-même de la sage-femme qui est une solution parce que l'investissement dans la pratique l'investissement dans la sage-femme s'est révélé comme une solution qui porte parce que c'est là où les pays qui ont investi dans la sage-femme ont trouvé satisfaction dans beaucoup de besoins non satisfaits de la femme. Alors cette pratique qui était restée dans des oubliettes, mais plusieurs années, aujourd'hui, il faut quand même compter que les efforts remarquables Oups, Ambroca, on est en train de te perdre.
La connexion en RDC semble difficile. Ambroca, le micro, la connexion. On fait valoir la profession sage-femme. Ok, ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. Ça va maintenant? Oui, maintenant ça va. On t'entend bien, Ambroca. Il y a eu un petit moment de distorsion. Toi, ok, ça va maintenant? Oui. Ok, désolé, c'est là, ça va répondre aux besoins des femmes. Ce qui est la place de l'homme, tel que vous le demandez, il faut noter que depuis longtemps et sous les appréhensions socio-culturelles, l'homme en RDC n'a pas trouvé sa place dans la maternité. Soit par une auto-exclusion, parce que l'homme trouve que la maternité, ce n'est pas son problème, ainsi de suite. Soit alors par une exclusion exogène. Alors, on a lui-même a tendance à s'exclure ou bien à être loin de la maternité. Soit alors, c'est l'environnement qui fait voir à l'homme que la maternité, c'est l'apanage propre de la femme. Alors, la situation fait que c'est sur la femme que tout le poids de la maternité, en dehors de c'est sous la responsabilité, celle de la femme. Alors, c'est la femme qui supporte vraiment le poids. C'est à peine que par la promotion des soins de maternité respectueux, que la SCOSA fait en train de prôner maintenant en allant de coopérants volontaires de KISO qui nous ont accompagnés avec la participation des sages-femmes canadiennes. Alors que la promotion de ces soins de maternité respectueux est en train d'inverser davantage la situation de plus en plus. Donc, toutes les parties prenantes sont en train de comprendre aujourd'hui et le mettre même en pratique que l'implication de l'homme reste indispensable pour la santé reproductive des femmes, des adolescentes ainsi que des enfants. Et ça, ce sont les fruits que nous avions vus plus concrètement même dans les milliers de prestations de services, surtout avec le deuxième axe du projet MSL qui a mis l'accent sur l'amélioration de la demande de services. Alors, il y a eu des actions qui ont impliqué davantage l'homme et l'homme est en train d'être responsabilisé davantage et accompagne la femme au cours de ces cycles de santé sexuelle et reproductive dont son implication a été trouvée vraiment indispensable. Donc, les efforts sont encore à fournir, mais une grande amélioration s'est déjà dégagée sur le terrain de prestation de services à cause des interventions du projet MSL. Parfait, merci. Je vais passer tout de suite à l'autre diapositive, Ambroca, étant donné que le temps file, mais en quoi, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, là, en quoi le projet MSL, le projet des sages-femmes sur des vies, change le parcours des femmes, diminue les risques, on parle d'implication plus grande des hommes, donc comment concrètement ça contribue à diminuer les risques pour les mères, les bébés? Ok, je pense que Astrid l'a relevé ici, quand nous prenons par exemple, le premier pilier du projet. Donc, le renforcement des capacités des sages-femmes. Si nous prenons le deuxième pilier, qui est l'amélioration de la demande des services, et voire même le troisième, qui est le renforcement, alors il faut noter que ces trois axes de ce projet ont à haut impact contribué à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des femmes en RDC. Et comme vous êtes en train de demander des exemples concrets, bon, j'espère que vous aurez assez de temps parce que les exemples, il y en a beaucoup. Je pense que Kirsty va pouvoir témoigner un peu de ça aussi par la suite. D'abord, ce qui est vrai, qu'on ne pouvait pas d'abord attendre l'amélioration des services, l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive si on ne s'était pas d'abord appuyé aux prestataires des soins. Le premier impact, c'est que, comme vous voyez dans les images, le premier impact, c'est d'abord l'augmentation, c'est-à-dire que la masse critique des sages-femmes formées
qui sont prêts à donner des services de qualité, qui sont prêts à donner des services qui sécuriseraient et qui garantissent la santé sexuelle des femmes. Alors, nous avons aujourd'hui des prestataires qui sont réellement en train de sauver des vies à partir des formations en soins obstétricaux et néonatales d'urgence, à partir de la formation en soins de maternité respectueuse, de planification familiale. Alors, nous avons une bonne masse de ces sages-femmes-là qui restent et qui donnent les soins. Et pas seulement ça, les sages-femmes, pas seulement pour prester, mais alors les poules des sages-femmes formatrices. C'est déjà aussi un résultat parce que même au-delà du projet, alors les sages-femmes vont continuer à bénéficier de toutes ces formations-là en boule de neige pour permettre à ce que même les sages-femmes qui n'étaient pas dans la zone d'intervention du projet puissent bénéficier des formations, renforcer leurs capacités et ainsi sauver les vies. Nous avons par exemple l'augmentation de l'autonomie même de la sage-femme dans l'offre de services. Vous savez, il y a des femmes qui pouvaient perdre leur vie ou les enfants mourir seulement parce que la sage-femme attendait les ordres qui devaient venir soit du médecin, soit d'une autre catégorie professionnelle, afin d'offrir les soins. Or, pendant ce temps-là d'attendre les instructions du médecin, l'enfant est soit décédé. Je pense que Kirsty connaît bien la situation de la RDC. Oui. Où, le projet MSL est venu dans les conditions où un enfant, comme le beau bébé que tu venais de montrer ici dans les dias, qui avait un problème d'asphyxie à la naissance, la sage-femme devrait prendre le nouveau-né, l'amener directement en courant vers les services de néonatologie pour que les néonatologues interviennent. Qu'est-ce que la formation a fait? En donnant les capacités à la sage-femme et les compétences, cela a augmenté aussi son autonomie. Alors, il se met à réanimer l'enfant avant même l'arrivée des néonatologues et beaucoup d'enfants ont été sauvés en RDC, les enfants qui sont nés avec l'asphyxie néonatale. Donc, l'augmentation de l'autonomie de la sage-femme dans l'offre de services a aussi montré des résultats très spectaculaires et surtout très prometteurs. Nous regardons aussi la... Je vais laisser Ambroca Kirsty répondre. Tu l'as mentionné, là, elle a sûrement d'autres exemples à apporter. Juste parce que le temps court, on pourra revenir à toi plus tard si tu as d'autres choses à ajouter à la présentation de Kirsty. Mais je voulais l'entendre justement en tant que sage-femme canadienne qui a travaillé aussi longtemps, là, pendant 2 ans sur le projet Les sages-femmes sauvent des vies. Donc, un peu des exemples concrets, ses motivations aussi. Là, pourquoi Kirsty, tu as décidé de partager tes compétences avec les sages-femmes en RDC? Donc, je te laisse la parole, Kirsty. Merci, Caro. On peut m'entendre? Oui, on peut t'entendre. OK, merci. Donc, comme Ambroca, si on ne garde pas le temps, je pourrais vous témoigner jusqu'à demain matin. En tout cas, merci. C'est juste pour dire, donc toi, tu m'as demandé pourquoi j'ai décidé de m'impliquer avec le projet, n'est-ce pas? Donc, c'est évident, je suis sage-femme, donc je crois déjà dans la capacité des sages-femmes et la profession de la sage-femme à diminuer les taux de mortalité et morbidité tout partout où ce qu'on est. Et je crois déjà qu'ils sont les prestataires de soins qui sont vraiment les plus appropriés pour prodiguer les soins aux femmes et aux filles. Deuxièmement, j'ai déjà travaillé dans beaucoup de projets de santé globale, mais j'ai beaucoup respecté l'approche de Sage-Femme Sauve les Vies ou bien MSL. Pourquoi? Parce que ça vise à renforcer la profession à travers d'associations. Et non seulement ça, en collaboration avec les autres associations. Donc, c'est une collaboration entre mon association et la SCOSAF. Donc, c'était vraiment l'approche qui était très unique. Et donc, je respectais déjà l'approche. Et moi, je suis convaincue que c'est l'approche qui nous avait donné les succès qu'on a maintenant dans le projet. Donc, et j'ai vu ça déjà même avant de commencer. Et en fait, je constate que c'est vraiment, on a eu des succès comme Ambroca discute déjà. Et pour moi, c'est grâce à cette approche.
Donc, ton rôle en tant que sage-femme, quand tu pars là-bas, c'est pour aller accoucher des bébés ou on parle beaucoup de renforcement de capacité. Qu'est-ce que c'est concrètement là, dans tes mandats? Oui, donc effectivement, c'est vraiment important de comprendre aussi l'approche, comme je disais, et le principe, c'est le renforcement, c'est marcher avec, c'est en collaboration avec. Donc, moi, il y a des différents rôles que chaque coopérant va jouer dans le projet, mais moi, j'étais surtout conseillère technique et je continue dans un rôle de conseillère technique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la SCOSAF est déjà, comme tu vois dans leur photo, ça c'est la SCOSAF en plein réunion, typiquement avec nos parties prenantes dans la communauté. Mais la SCOSAF est déjà une association très forte et très capable. Alors, donc, spécifiquement, mon approche, c'était juste de dire comment est-ce que moi, je peux prendre mes capacités et pour renforcer ce que la SCOSAF a déjà. Donc, par exemple, un des premiers travaux que moi j'avais effectué avec eux, c'était de faire un état des lieux dans les maternités pour comprendre l'état de la sage-femme dans les maternités. Mais c'est pas comme la SCOSAF comprenait pas c'était quoi l'état de la profession des sages-femmes dans les maternités. On était très au courant. Mais moi, j'avais la capacité de peut-être prendre les étapes d'effectuer un état des lieux officiellement, d'avoir une approche systématique et concrète. Et là, avec nos résultats, on était capable de présenter à la ministère, ben voilà vraiment l'état des sages-femmes dans les maternités. Et c'est comme on voit quoi discutait. Il y avait vraiment, on confondait c'était quoi notre rôle comme sage-femme. C'était quoi l'autonomie de la sage-femme. Et effectivement, on n'avait pas vraiment la formation dans les soins d'urgence comme on avait besoin. C'est parce que lorsqu'on reçoit les femmes avec des complications et on n'a pas les outils et les connaissances, c'est très difficile pour bien gérer une urgence. Donc, effectivement, donc c'était vraiment de collaborer avec eux, tu vois, pour donner les résultats. Puis c'était vraiment avec ces résultats concrets que la SCOSAF avait vraiment le poids, quoi, pour montrer que oui, on a vraiment besoin de renforcer les sages-femmes. Voici l'état. Donc, ça, c'est juste un exemple. Puis de cet état de lieu, effectivement, on a créé un rapport et maintenant, on a amendé la formation de SONU, comme on dit, soins obstétriques néonatales d'urgence, pour que c'est une formation officielle du ministère de la Santé aussi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est pas juste une formation de n'importe quoi. C'est une formation validée et concrète et est très bien soutenue par le pays. Et c'est dès cette formation qu'on a formé les formatrices, comme tu as vu dans la photo, comme on discutait. Et les formatrices, maintenant, forment les prestataires. Donc, j'ai vu une question qui a apparu dans la boîte tout à l'heure qui parlait de la longue durée, les effets de longue durée du projet, mais c'est effectivement ce que je discute maintenant. C'est comment pérenniser, c'est comment s'assurer qu'un projet est durable. C'est les gens, les sages-femmes sont là déjà. Et avec des outils et des appuis, là, tu sais, on court parce que maintenant, on a fait un état des lieux l'année après. Sur l'état de la formation initiale. Et l'équipe était très préparée, puis on avait vraiment effectué une belle évaluation de l'état de la formation initiale. Donc, c'est juste un peu aussi pour vous démontrer que moi aussi, j'ai des histoires concrètes de les vies sauvées. Mais ce qui est important aussi est presque plus important pour moi, et on me connaît, je suis très passionnée avec ça, c'est qu'on renforce la capacité des sages-femmes à plaidoyer pour leur propre profession. Et avec ça, tu sais, on va toujours gagner parce que les sages-femmes vont être toujours là pour renforcer les autres et renforcer les autres et renforcer les autres. C'est des beaux exemples d'impact. Puis, du moins pour toi, on sent la passion, je pense. Ouais. Donc, je vous présente aussi ici une autre sage-femme passionnée qui s'appelle Jenica Rostron. Elle a été aussi coopérante comme avec QSO International, mais en Éthiopie cette fois-ci, dans l'hôpital d'Assosa. Donc, elle a été 6 mois faire un mandat là-bas et il y a partagé aussi son expertise avec le personnel soignant, les sages-femmes, tout en y développant et donnant de la formation, un peu comme tu l'as fait, Kirsty, mais en Éthiopie cette fois-ci. Donc, on voit vraiment que ça va au-delà des soins obstétriques. Il y a, oui, la partie pratique du SONU et tout ça, mais en quoi, globalement, ça contribue au droit à la santé sexuelle et reproductive et globalement, les droits des femmes, en fait, là, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc, remettre la femme au centre de la maternité, comme Ambroca l'a mentionné, là.
Tu veux que je réponde? Oh, oui, à moi la réponse? Ben, si tu as une réponse. Oui, non, effectivement, c'est ça qu'on discute. Donc, lorsque on renforce la profession des sages-femmes, on augmente l'accès aux soins de qualité qui sont sains et sécuritaires. Et comme tu discutais auparavant, c'est que, tu sais, le champ de la pratique des sages-femmes en RDC, c'est beaucoup différent que la mienne au Canada. Et d'ailleurs, ça change aussi au Canada aussi, ça commence à agrandir peu à peu, mais les sages-femmes donnent l'accès aussi à les soins qui sont négligés. Donc, les soins post-avortement, qui est vraiment un problème qui se pose dans les pays où les avortements sont dans le processus d'être légalisés ou bien sont illégaux. Donc, les soins négligés aussi pour les adolescents, pour les jeunes filles. Donc, encore, ça, c'est juste effectivement des exemples comment, lorsqu'on investit dans la profession de sage-femme, on investit dans l'augmentation des droits sexuels et reproductifs. Et une autre chose, c'est que la sage-femme, souvent, elle est la membre de la communauté. Les gens cherchent la sage-femme. Elle ou ils sont bien respectés. Et donc, si tu donnes à la sage-femme les outils un peu pour changer sa capacité, pour évoluer sa capacité et ses perspectives sur les soins négligés aussi, elle devient, si tu peux, une catalyste pour vraiment changer les normes culturelle dans la communauté aussi. Et je pense qu'Ambroka peut parler un peu plus de ça, mais c'est effectivement ça. Elle devient vraiment un point focal. Et encore, en changeant les normes culturelles aussi, elle-même, comme expert et prestataire, c'est beaucoup de poids. Et effectivement, elle inspire et motive les autres sages-femmes à prendre les mêmes habitudes respectueuses, surtout selon les soins qui sont négligés, comme je parlais auparavant. Donc, merci beaucoup, Kirsty. Merci Ambroka. Merci Astrid. Je veux laisser du temps. On a un peu dépassé le temps alloué pour les présentations, mais je veux vraiment laisser du temps pour les questions. J'ai quelques questions ici qui ont été posées dans la boîte de chat. Donc, je laisserai maintenant la place à vos questions. Continuez d'écrire vos questions ici. Je vais essayer de voir si les questions qui ont déjà été posées ont été répondues. Donc, on avait une première question par rapport à qui étaient, dans le fond, les sages-femmes qui formaient les sages-femmes dans nos 4 pays d'intervention. Donc, je pense que ça a été clairement indiqué dans les présentations. Donc, effectivement, on parle de sages-femmes locales qui sont formées et qui forment à leur tour d'autres sages-femmes. Donc, l'idée, c'est vraiment la pérennité, comme disait Kirsty. Donc, pouvoir travailler à ce que les outils et les formations qui sont données par le projet Les Sages-Femmes Sauve des Vies restent une fois que le projet se termine en mars 2020, ou du moins qu'il y ait une façon là, de continuer les savoirs, que ça fasse boule de neige là, dans les populations. Il y avait aussi une question par rapport aux unités. Pouvez-vous nous dire si des unités de soins maternels kangourous existent en RDC et si les sages-femmes fournissent de tels soins? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question? Dans nos panélistes, Kirsty, les soins maternels kangourous. Ambroka? Oui. OK, merci beaucoup. Les soins maternels, les soins kangourous sont des soins qui prônent aussi la SCOSAF. Donc, dans la formation SONI, il y a les soins néonatales, pas seulement obstétricaux, mais néonatales aussi. Alors, dans la partie néonatale, nous incluons des soins mère kangourou, qui sont des soins vraiment porteurs, à tel point il y a aujourd'hui même les sages-femmes formées par le projet MSN qui sont allées former d'autres sages-femmes par un projet financé par USAID pour mettre en place un centre, le centre mère kangourou. Je pense que Kirsty connaît la maternité de Kitambo, où il y a tout un centre de soins mère kangourou. Et l'équipe qui est en train de former les prestataires là-bas, c'est l'équipe de formatrices formée par le projet MSL qui est en train de former les sages-femmes dans les 3 centres de soins mère kangourou dans la ville-province de Kinshasa. Donc, les soins mère kangourou existent bel et bien et c'est parmi les éléments qui font la fierté de la SCOSAF après avoir reçu les sages-femmes qui ont été renforcées en capacité, qui sont aujourd'hui les formateurs et qui sont utilisés par le ministère au niveau national afin de former d'autres sages-femmes, même en dehors de la zone d'intervention du projet.
Oui, Wow. moi, je voulais juste rajouter parce que c'est ça qui est vraiment important à redire pour que c'est clair. C'est que maintenant, on a comme on dit, une banque, un réseau de formateurs et formatrices nationaux et ils sont déjà très bien connus. Tu sais, parfois, j'arrive à Kinshasa, mais je trouve pas mes collègues parce qu'ils sont tous en province. Mais c'est où est-elle est-elle? Mais non, elle est en province avec le ministère de la Santé. Elle forme les autres prestataires en SONU. Elle est avec UNFPA. Elle forme, elle forme. Mais parfois, j'ai la misère à retrouver mes amis parce qu'ils sont toujours en travail. Mhm. Toujours, juste pour dire que vraiment, c'est une réseau, une groupe de sages-femmes qui sont bien respectées, bien connues, bien connues. Merci. Il y a une autre question ici qui dit est-ce qu'un jour on pourrait envisager de travailler avec l'UQTR pour proposer des stages 3 pour les étudiants sages-femmes dans les pays qui participent au projet MSL? Est-ce que, ben là déjà, on est dans des dernières années d'MSL, donc peut-être Astrid, si tu pouvais répondre à cette question. Ben, en fait, c'est une question pour l'UQTR. On va essayer. Ah, c'est une bonne idée. Mais c'est toujours, je pense que c'est toujours mieux de travailler dans les pays plutôt que d'amener des gens au Canada parce que ça coûte très cher puis que finalement on va pouvoir n'en bénéficier qu'un très, très, très petit nombre avec des bourses. Et puis, si on travaille plutôt dans les pays, ben, on réussira à vraiment à rejoindre un beaucoup plus grand nombre. Donc, mais c'est quand même une bonne idée. Non, moi, je voulais revenir sur une des questions qui a été posée par rapport aux communautés impactées et puis encore une fois à la pérennité du projet. Je pense que ce que je voudrais aussi dire ici, c'est que le projet MSL a vraiment travaillé sur l'offre et la demande et puis qu'on a voulu créer comme une espèce de pont entre la communauté et le centre de santé et que le pont, c'est la sage-femme. Mais la sage-femme qui travaille avec le relais communautaire et les leaders communautaires. Donc, avec le projet MSL, on a comme créé une espèce de dynamique. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des comités villageois de santé qui sont aussi une des innovations d'MSL. Bon, ce serait pour un autre webinaire, mais cette dynamique où on voit que le relais communautaire et la sage-femme travaillent main dans la main pour encourager les populations à aller utiliser les services de santé de la sage-femme, ben, on espère que c'est une dynamique qui a été créée et puis qui va pouvoir se poursuivre dans le temps au-delà du projet MSL. Caro, je ne sais pas si je peux juste répondre à la question des critères parce que Oui. comme faculté à l'Université de Laurentienne, c'est souvent des questions que les étudiantes me demandent, mais je trouve qu'on doit, lorsqu'on parle de, tu sais, le projet MSL par exemple, avec l'approche de collaboration et des partages, moi, je serais toujours prêt à organiser des partages entre les étudiantes parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais en RDC, j'ai conduit un de mes tutorats par vidéo à Zoom pour que les étudiantes avaient la chance de voir, tu sais, la SWASAP. Il y a toujours des occasions pour partager. Mais moi, je mets toujours un peu de précaution lorsqu'on parle de faire des stages internationaux, parce que là, on doit se demander c'est quoi l'objectif des stages. Alors, d'ailleurs, la raison que MSL fait pas moi, je ne vais pas pour attraper les bébés, c'est pas mon travail. Juste comme c'est pas ce serait pas les objectifs pour une étudiante sage-femme d'aller attraper les bébés. Mais si on peut organiser toujours des échanges avec les étudiantes, les stagiaires, des petites conférences, des petits congrès, comme on fait un peu dans le projet MSL, je trouve là, moi, je serais très ouverte comme faculté à Laurentienne. Donc, c'est juste pour être clair, lorsque tu dis les stages versus faire des partages du Global Nord et Global Sud, ça, c'est deux choses différentes. Et moi, je dirais précaution un peu avec les stages internationaux. Moi, j'encouragerais pas ça. C'est un domaine très spécifique aussi de ce qu'on comprend là, dans le domaine de la médecine. Donc, merci à vous trois. Est-ce que j'ai d'autres questions du public, les gens qui sont en ligne? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai rien d'autre sur ma boîte de questions. J'ai pas de main levée non plus. Donc, je comprends que tout est clair ou que vous n'avez pas d'autres questions, ça a couvert vos attentes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions qui se manifestent,
je terminerai le webinaire. Donc, comme on peut constater, il y a beaucoup de travail qui a été fait grâce à nos coopérants volontaires, aux partenaires, à tout ça. Oups, j'ai une autre question qui vient d'apparaître. Ah, bon, non, c'est seulement pour dire que tout est beau, que c'est un beau projet, merci. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait pour améliorer finalement la santé des femmes, des bébés. Je crois d'ailleurs qu'en ligne, il y a beaucoup de gens qui sont déjà impliqués sur le projet MSL. Donc, je vois des gens qui sont déjà là, soit sur le terrain ou qui sont des anciens coopérants ou des coopérants actuels. Si vous n'êtes pas encore impliqué, mais que vous aimeriez explorer différentes avenues pour faire une différence, je vous invite à vous inscrire à l'infolette de Cusson International, à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, participer évidemment aux activités entourant le forum Women Deliver qu'on a annoncé au début. Ça commence le 3 juin à Vancouver. C'est pas tout le monde évidemment qui peut se rendre à Vancouver. Il y a une délégation d'ailleurs de MSL du projet Les Sages-Femmes Sauve des Vies qui se rendra, qui va être sur place, dont Ambroca, Astrid aussi. On a dit que Kirsty s'en va, elle, en RDC. Donc, on se promène beaucoup dans les prochains jours. Il y a aussi un pré-forum qui est organisé juste avant le Women Deliver, justement sur la santé reproductive. Je crois que c'est organisé par l'Association canadienne des sages-femmes. Donc, ça aussi, c'est à suivre. Mais pour les gens qui sont peut-être à Toronto, qui sont sur le panel, donc il y a un événement aussi qui est organisé par Oiko Credit en collaboration avec CUSO et le Conseil ontarien pour la coopération internationale. Donc, c'est prévu pour le 4 juin. Je vous invite à visiter les réseaux sociaux ou le site de CUSO International pour les détails. Finalement, en devenant donateur, vous voyez ici la page d'accueil de CUSO. Donc, on a le bouton Donate, donateur ou devenir volontaire. Donc, si vous voulez devenir donateur, c'est certain qu'on va investir votre argent pour continuer de mobiliser d'autres sages-femmes, d'autres agents de changement pour aller partager leurs compétences et leurs connaissances avec les partenaires, tant en Éthiopie, au Bénin, en RDC, bien sûr, et en Tanzanie. Donc, les 4 pays où est-ce qu'on a l'intervention. Pour en savoir plus, évidemment, sur l'impact et la façon dont vous pouvez faire un don, visitez notre site Internet. Et donc, merci d'avoir participé aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos attentes pour un premier webinaire. J'espère aussi que ça vous a amené à mieux comprendre aussi l'importance du travail des sages-femmes, non seulement pour la santé des mères et des bébés, mais aussi dans une perspective plus globale d'égalité entre les sexes. Donc, je vous invite à rester à l'affût aussi des prochains webinaires qui s'en viennent. Ça va être annoncé sur les réseaux sociaux de CUSO International, sur les sites Internet aussi. Le prochain webinaire est prévu pour le 20 juin à midi. Donc, on se penchera sur 2 nouveaux projets au Nigeria et en Colombie, qui s'appelle « Because Immigration is not always a choice ». Donc, on va parler d'immigration, on va parler plus précisément de l'intégration des gens qui sont réfugiés du Cameroun et du Venezuela dans les pays du Nigeria et de la Colombie. Donc, ça va être très intéressant d'en apprendre un peu plus sur ces nouveaux projets qui débutent dans 2 pays de CUSO. Donc, n'hésitez pas non plus à nous écrire si vous avez d'autres questions, si vous voulez prendre contact avec nous. Donc, vous avez le site, l'adresse courriel ici pour nous rejoindre, le numéro de téléphone aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir participé à ce webinaire et au plaisir de vous revoir pour les prochains à venir en juin et suivant tout au courant de l'année. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci encore aux panélistes.